Bonjour à tous et bienvenue pour le concours corrigé. Nous allons voir aujourd'hui une courte analyse de l'ESSEC 2019 voix éco, donc l'épreuve de maths 2, qui est très importante. Comme vous le savez, elle compte pour beaucoup d'écoles, de l'EDEC jusqu'à HEC. Et donc, cette année, que nous a réservé l'ESSEC? On va voir dans les grandes lignes quelle était la stratégie à adopter. Je vous mettrai dans un article joint une idée de barème. Et puis, on va zoomer sur quelques questions. Alors, ceux qui découvrent le sujet, je vous conseille, donc là, je vais sélectionner des questions qui me semblent importantes et celles qu'on va traiter ensemble. Je vous conseille de vous mettre en situation, c'est-à-dire d'essayer de faire le sujet et ensuite de voir les éléments de correction que je vais vous donner. Sinon, vous n'allez pas forcément tirer avantage de cette vidéo, en tout cas, en tirer le meilleur profit. Donc, on y va. On est ici donc sur un sujet de maths 2, c'est-à-dire plutôt à dominante proba, mais où il y avait aussi ici les probabilités, c'est assez vaste. On peut avoir de l'analyse avec les variables à densité. Et c'était le cas. Là, on avait des variables à densité, des variables discrètes, des sommations et puis des raisonnements d'analyse. Donc, on va regarder ici dans le détail. Donc là, on commençait avec, donc là, il nous parle de la fonction logarithme de base 2. Donc cette première partie, ils définissent, premier exemple dans cette première partie, cette première question de la première partie, ils définissent ici ce qu'est log 2 de x. Bon, ça, c'était vraiment cadeau. Donc ça, vraiment, c'est juste, on se sert des propriétés du logarithme népérien qu'on connaît. Donc ça, c'était stratégiquement parlant, c'était une question qu'il fallait absolument faire, qui était presque éliminatoire si on ne la faisait pas. On disait, mais pourquoi est-ce que le candidat ne l'a pas faite? Donc là, il fallait absolument savoir faire. Mais rien de compliqué, donc on ne va pas faire on va pas zoomer sur l'une de ces questions. On avait aussi dans cette première partie, donc là, il nous définissait ce qu'ils appellent l'entropie différentielle. Voilà, c'est cette chose-là. Bon, et donc là, on voit qu'on est en présence d'intégrales. Donc, on va certainement devoir faire des calculs d'intégrales avec des changements de variables, très certainement ici et là. Donc là aussi, c'était clairement ces questions-là, c'était des questions où on pouvait se battre. Ensuite, là, on revient. euh, alors là, c'était un peu théorique sur des changements de variables. Là, on revient à des lois usuelles. Donc là, on voit x, une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur 0A. Donc là aussi, on sait faire. Après, on a, là, il nous donne une loi normale centrée réduite, montrer que Y admet une entropie. Bon, voilà, toutes ces questions-là. Après, une loi exponentielle. Ça nous fait légèrement penser, pour ceux qui connaissent le sujet, à du HEC 95 sur la loi de Pareto, où il nous faisait démontrer tout un tas de propriétés sur la loi de Pareto, où il y avait comme ça des changements de variables, et où on devait retrouver des lois de Pareto. Quand on avait une loi exponentielle, on trouvait le lien entre une loi exponentielle et une loi de Pareto. Bref, on avait donc ce genre de choses-là. Donc, c'est une partie qui va être technique, mais qui vraiment, normalement, va être jouable. Et donc là, moi, je me serais battu en tout cas sur ce type de questions. On a ici en question D aussi des choses qui nous rappellent une année où il y avait comme ça aussi de la valeur absolue. Ça me fait penser un petit peu à du HEC 2007, où ça commençait, donc le problème, c'était le problème à la maths 3, le problème commençait par une densité, comme ça, où il y avait du exponentiel de moins valeur absolue de x, quelque chose de ce style. Et en fait, il fallait faire attention, quand on a de la valeur absolue de x, il faut généralement distinguer le cas où x est négatif et x est positif. Et donc, quand il y a des intégrales, il s'agit de découper l'intégrale en deux, de moins l'infini à 0 et de 0 à l'infini. Donc voilà, donc ça, c'était aussi une partie très jouable. Après, en 5, alors là, en 5, on dit qu'un couple XY est un couple gaussien, blablabla. Bla, bla, bla. Donc là, il nous pose une nouvelle définition qu'il faut admettre. Et ensuite, on va montrer des propriétés, trouver des questions, faire des démonstrations autour de ce couple-là de variables, de ce couple gaussien. Et là, quand on voit ça doit vous faire penser, pour ceux qui l'ont traité, ça doit vous faire penser normalement à des choses aussi. Ça fait penser à du ESSEC 2001. Je vous en ai mis, on va couper l'écran en deux pour que vous voyez ça.
Hop, regardez. Ici, on a ESSEC 2001, je vous montre. ESSEC 2001, dès le début, ça commençait avec des choses comme ça. Lambda carré V de X plus 2 lambda cov de XY plus V de Y. Alors que là, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même, vous verrez qu'il y a des similitudes. Lambda carré E de Y carré plus 2 lambda E de XY plus E de X2. Voilà. Là, ça va ressembler un petit peu. Et puis la question en déduire que cov de XY au carré plus petit que V de X, V de Y, et là, E de XY au carré plus petit que E de X2, E de Y carré. Vous allez voir que là aussi, c'était très similaire. Derrière, à l'ESSEC, il parlait après de coefficient de corrélation linéaire, ρ, là, comme ça. Ici, on a aussi, ils appellent ρ, E de XY sur écart type, donc sigma carré. Donc là aussi, similitude. Donc là, pour ceux qui avaient fait l'ESSEC 2001, il y avait quand même ici des choses à aller chercher. Et donc d'ailleurs, c'est ce qu'on va, nous, quand on va analyser donc, dans cette première vidéo, partie 1, on va analyser quelques-unes des questions, mais on va aussi zoomer, notamment sur cette question 5. Et puis, sans doute, dans une deuxième vidéo, ça va dépendre de la longueur de la vidéo, mais dans une deuxième vidéo, on fera la partie 2, où là aussi, on va zoomer sur ces questions, sur d'autres questions que je vais vous montrer. Donc là, la partie 2, on y est presque. Là, on a la fin de la partie 1. Bon, c'est autour de l'entropie. Nous définissent encore ce qu'est une entropie, mais cette fois une entropie jointe du couple XY. Bon, là, on se doute que ça va être un peu calculatoire. À voir si vous le faites. Moi, ça ne me paraît pas prioritaire. Quand je vois ça, je me dis que j'ai tellement de boulot déjà sur la partie 1. Et ensuite, sur la partie 2, où ça va être la même chose. Donc, deuxième partie, on aura la même chose, mais cette fois dans le cas discret, donc de variables discrètes, où donc là aussi, je pense que dans la question 6, il y aura eu des choses à aller chercher. La question 7, pourquoi pas, mais il faut s'y connaître un peu en Scilab. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, why not? Mais là, nous, on va zoomer sur la question 8, qui est toute une question sur l'inégalité de Jensen, qui est une inégalité très connue en ECS, et puis manifestement qui va l'être aussi en ECE grâce à ce sujet, qui est une inégalité autour de la convexité. Et donc là, ils nous mâchent un peu le travail, et on va donc nous zoomer sur cette question 8 là, où il y avait aussi, je pense, beaucoup de points pour faire la différence, beaucoup de points à aller chercher. Donc ça, on sait que ça va être autour de tout ce qui est convexité. Ensuite, là, on avait dans ce sujet donc des questions 9, là encore, on a des sommes. Bon, autour de l'entropie, donc on ne sait pas trop, on n'est pas encore rentré dedans, donc on ne sait pas si ça va être facile ou difficile, alors que ce qu'on vient d'analyser, on sait qu'on aura ses chances. La question 10, là, il y a des choses à faire sans doute, parce que là, cette première question, c'est une question assez bateau, hein, on verra tout à l'heure comment on fait, mais je pense que là, rien qu'en voyant ça, ça doit vous parler. Et puis après, tout ce qui est B, C, D, là, on ne voit pas trop, mais on se dit, bon, on va peut-être essayer de se battre. Et puis troisième partie, donc on va encore plus loin dans cette histoire d'entropie, cette fois avec des couples, avec une double somme. Donc là, moi, typiquement, là, on ne va pas traiter de questions, on va vraiment zoomer sur partie 1, partie 2. Là, ça va certainement être l'utilisation peut-être de formules de proba totale, avec ici des probabilités conditionnelles. Bon, on ne voit pas trop, là, quand on ne met pas le nez dedans. On voit qu'il y a un petit exemple ici, donc on se dit, bah, peut-être si vraiment on a fini partie 1, partie 2, peut-être qu'on peut aller se battre là-dessus et aller chercher quelques points, mais pas prioritaire. Ensuite, là, on voit qu'il y a des choses, on voit encore des probabilités, des intersections, et il y aura peut-être histoire de probabilités conditionnelles, donc à voir, mais pas prioritaire non plus. En revanche, là, s'il nous reste quelques minutes en fin d'épreuve, il y a quand même encore quelques petites questions qui ne doivent pas être très compliquées. Quand on voit montrer que la somme des PJ vaut 1, on se dit, OK, ça va être une histoire de système complet d'événements. Donc là aussi, sans doute, à considérer. Voilà donc pour l'analyse du sujet. En résumé, en faisant partie 1 et partie 2, les parties notamment jaunes que j'ai listées, je pense qu'on a très largement au-dessus de 15, voire 20. Et nous, là, maintenant, on va zoomer sur les questions d'abord de la partie 1 qui me paraissaient intéressantes. Donc là,
Ici, on va regarder très rapidement. Là, donc la question 1, on a vu que c'était abordable. Alors, j'ai pris des notes, parce que j'ai fait ça tout à l'heure. Ici, la question 2, c'est une application directe du théorème de transfert, donc il n'y a rien de compliqué ici. Là, ici, c'est une histoire de théorème de transfert. Donc, là, ici, pas très compliqué. Il n'y a même pas d'histoire d'existence, puisqu'ici, ils nous disent sous réserve d'existence. Donc, comme on n'a pas grand-chose sur F, on n'a même pas besoin de montrer l'existence. Ici, on va dire sous réserve d'existence. Alors que généralement, sous réserve d'existence, c'est plutôt maladroit. Il faut d'abord montrer l'existence et ensuite répondre au calcul, enfin calculer l'espérance. Là, rien de tout ça, il y a juste à appliquer le théorème de transfert en mettant sous réserve d'existence et on y arrive à peu près. Question 3, là, ici, c'est ce genre de question, c'était un petit peu comme je vous le disais hein, dans HEC 95, maths 2, autour de la loi de Pareto. Donc là, hop, on y va. Donc là, sur cette question, donc 3A, petit i. Donc là, ici, on nous disait que notre x d'oméga, c'était i, et c'était un intervalle d'extrémité AB. Donc là, extrémité AB, c'est un peu flou. Hein, ça peut être AB comme ça peut être AB comme ça. Enfin bref, il y avait 4 possibilités. Donc là, si vous dites ça, il faut dire ou ça, ou ça. Voilà, il faut essayer d'être précis. Ou reprendre leur terme, hein, I, intervalle de R d'extrémité A et B. OK. Ensuite, généralement, alors, il fut un temps où ce genre de changement de variable affine était au programme et on connaissait une densité. Mais là, c'est plus vraiment au programme, même si certains profs le donnent. Mais vous savez sans doute que dès qu'on a ces histoires comme ça de changement de variable entre donc une variable y qui dépend de x, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe. Donc là, la méthode, c'est d'utiliser la fonction de répartition. Donc, basiquement, hein, on va appeler fy, la fonction de répartition associée à la variable y. Fx, fy, c'est associé à la variable y. F de x associé à la variable x, si jamais l'énoncé ne pose pas. Et après, on raisonne là-dessus. Donc, on est parti, on dit OK, donc pour tout x appartenant à R, f y de x égale p de y plus petit que x, c'est-à-dire, donc là on se sert de la proba, c'est-à-dire ici p de x plus c plus petit que x, ou c plus x, c'est pareil. Bref, on arrive assez facilement à exprimer, donc ça nous fait fx de x moins c. Et donc on arrive à exprimer quelque chose. Hein. Alors, moi j'ai mis donc 0 si x moins c plus petit que a. Alors là, ça dépend de votre support. Si vous posez que le support i, c'est AB, alors moi j'ai dû mettre AB fermé. Donc ça nous fait ça. Ensuite, c'est l'intégrale de moins l'infini à x moins c, mais de moins l'infini de moins l'infini à, alors là, il faut regarder, donc x moins c, on va mettre de moins l'infini à x moins c de f de t dt, si x moins c appartient, donc là vraiment on remplace, hein, AB, et puis sinon ça fait 1 si x moins c est plus grand que b. Donc voilà, et après on fait la dérivée, bref, on arrive à trouver quelque chose. Donc ici, c'est des choses que vous avez dû voir beaucoup, hein, quand on commence sur les variables de densité, c'est des genres de changements de variables qu'on fait fréquemment. Là aussi, on a le même genre de méthode, rien de bien compliqué, donc on ne va pas s'éterniser sur ces questions. Juste quand même un point, quand on fait la dérivée de la fonction de répartition, la fonction de répartition n'est pas nécessairement dérivable en A. Enfin là, ici, c'est plus précisément, donc c'est quand c'est en A plus C. Parce que si on le réécrit bien, juste, on va essayer de bien le réécrire. Si on le réécrit bien avec les bons intervalles, ça nous fait donc 0 si x est plus petit que a plus c. Ça nous fait l'intégrale donc de moins l'infini à x moins c
Là, ça va aller jusqu'à a plus c, en fait. A plus c de f de t dt. Si x appartient à a plus c, b plus c. Et ça nous fait 1 si x est supérieur à b plus c. Bon. Mais lorsqu'on dérive la fonction de répartition pour obtenir une densité, lorsqu'on dérive, il faut faire attention, parce que là, ici, il faut dire, voilà, f est dérivable, c'est un peu fastidieux, mais sur moins l'infini a plus c, sur a plus c, b plus c, mais on ne sait pas, et après b plus c plus l'infini, b plus c. Et vous voyez qu'il y a des points donc en a plus c et en b plus c, on ne sait pas si c'est dérivable. Donc du coup, on l'exclut, et donc quand on fait la dérivée, on obtient en fait que... bon, on va même enlever le pour tout x, hein, on écrira comme ça avec les accolades. F' de x, ça vaut, si mes calculs sont bons, 0 si x plus petit que a plus c, f de x moins c, si x, donc là, il faut savoir dériver ça, hein, c'est le théorème fondamental de l'analyse, normalement, ça, vous devez savoir le dériver. Donc ça nous fait f de x moins c si x appartient à a plus c, pardon, exclu, parce qu'on a dit que justement, on ne pouvait pas dériver a plus c, b plus c. Et puis, ça vaut 0 si x plus grand que b plus c. Et après, on dit ainsi, on peut définir fy tel que. Et donc là, tel que, en fait, fy va coïncider avec grand F' sur tout R privé d'un nombre fini de points. Et donc là, en fait, il y a 2 points où potentiellement, ça ne coïncide pas, mais c'est pas grave. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'une infinité, il n'y a pas forcément qu'une seule densité. Vous aurez peut-être remarqué que quand vous avez des énoncés de concours, on nous dit tout le temps déterminer une densité de Y et non pas la densité de Y. Et ben, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on peut en avoir, on peut en construire une infinité, presque une infinité, on va dire. Il faut qu'il y ait un nombre fini de points où ça ne coïncide pas. Donc du coup, on a notre fy de x qui vaut, et là je peux remettre, donc là j'ai arbitrairement, hein, on peut dire que ça vaut 0 si x plus petit que a plus c, donc celui-là on garde. Par contre, le f de x moins c, on va dire si x, et là on va utiliser l'intervalle fermé, b plus c. Mais on aurait pu mettre 0 si x inférieur ou égal à a plus c, et f de x moins c si x appartient à a plus c ouvert, b plus c. Là, on avait le choix. Est égal à 0 si x est supérieur à b plus c. Voilà. Donc voilà, calculatoire, pas passionnant, hein, mais c'était quand même important que je vous remontre rapidement comment on fait ça. Après, donc pareil pour l'autre changement de variable, pas très intéressant, bon, voilà, mais il faut le faire vite fait et bien fait pour ensuite aller chercher des points sur les questions à plus forte valeur ajoutée. Là, après, bah, c'est du cours, donner une densité de x, alors qu'on c'est du cours. Donc, voilà, ça, quand même, vous savez faire. Vous allez chercher votre formulaire de cours et vous trouverez. Là, la question D, je vous disais juste sur cette question D, donc là, on est sur la question 4D. Donc, question 4D. Donc là, il faut faire attention, hein, de montrer que f est une densité de probabilité. Donc, il faut dire que f est donc continue sur R. Donc là, il n'y aura pas de problème. Comme composé de fonctions usuelles. Hein. Je vous rappelle que la fonction valeur absolue est continue sur R, mais elle n'est pas dérivable sur R. Attention, elle est dérivable sur R étoile. Ensuite, f continue sur R, f positive sur R. Donc ça, c'est le premier point, le deuxième point. Et puis le troisième point. Le troisième point, nous, on veut montrer que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt vaut 1. Bon, et ça,
Quelle était la technique? La technique consistait à en fait scinder en deux. Et on avait donc f de t dt plus l'intégrale de 0 à l'infini de f de t dt. Au début, comme on n'est pas sûr que ça va converger, même si on sait que ça va converger vers 1, tout ça, on peut mettre ici des moins a et ici des a, et faire tendre a, enfin on peut mettre b si vous voulez, b négatif qui tend vers moins l'infini, et a positif qui tend vers plus l'infini. Et puis ensuite, on fait le calcul, mais bon là, on ne va pas le faire. Hein. Le but ici n'est pas d'être dans la rédaction parfaite, c'est de vous montrer quelles étaient les idées. Après, je vous laisserai rédiger comme il se doit. Là, ici, donc notre f de t sur les négatifs, il vaut 1 demi de lambda, e de moins lambda, valeur absolue de x dans les négatifs, ça fait moins x, donc c'était moins x ici dx, alors qu'ici, c'est lambda, 1 demi, lambda, e de lambda x. Bon, et après c'est du calcul, donc là, je vous laisserai faire, il n'y a pas de grosses difficultés, on y arrive à peu près bien, et on obtient 1 demi plus 1 demi, et ça nous fait bien. Donc là aussi, on avait quand même une question, on pouvait s'illustrer sans trop souffrir. Maintenant, voilà, moi je voudrais qu'on zoome sur la partie où on commence à voir quels sont les étudiants qui vont faire la différence. Bon, alors on y va. Donc là, ici, on a... Et c'était pas si simple. Moi, ça m'a donné aussi un peu de fil à retordre. Il fallait avoir un peu de sang-froid, se poser. Et c'est pas gagné quand on est sur une épreuve de maths 2 où les enjeux sont assez importants. Donc là, on a question 5, montrer que x suit une loi normale centrée. Donc là, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que, je vais un peu me mettre vers le haut, hop, on veut montrer une loi normale centrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc là, question 5a, on veut montrer que e de x égale 0. Voilà ce qu'on veut montrer. Bon, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, et là c'est là où il faut bien lire l'énoncé, on nous dit que xy couple de variables aléatoires est un couple gaussien centré si pour tout alpha bêta, et ça je vais l'entourer, je pense que les étudiants n'ont pas dû le voir à quel point c'était important, pour tout alpha bêta, alpha x plus bêta y est une variable de loi normale centrée, c'est-à-dire qu'il existe un gamma appartenant à R et une variable z de loi normale centrée réduite, telle que alpha x plus bêta y a la même loi que gamma z. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je prends, vu que c'est vrai pour tout alpha, donc pour tout alpha, donc si je résume, hein, pour tout alpha bêta, appartenant à R2, on a alpha x plus bêta y qui a la même loi que une variable gamma z avec z. Ils nous disent que c'est une variable centrée réduite avec z qui suit une loi normale centrée réduite. Bon. Pour tout alpha bêta. Et donc là, je me dis, ok, moi ce qui m'intéresse, c'est E de x. Bon, mais j'ai pas besoin d'y, moi. Et j'ai pas besoin d'alpha. Donc qu'est-ce que je fais? Et bien en fait, l'idée ici, c'était de poser alpha égale 1 et bêta égale 0. Et donc on a, vu que c'est vrai pour tout alpha bêta, c'est vrai aussi pour ce couple-là 1, 0. On a donc x qui suit la même loi que un gamma z. Mais sauf que gamma z, si je fais son espérance de gamma z, c'est quoi? Par la linéarité de l'espérance, ça fait gamma E de z. Mais E de z, par définition hein, d'une loi normale, l'espérance de z ici, c'est 0. Et donc, on a ici notre E de gamma z qui vaut 0. Mais comme x suit la même loi que gamma z, eh bien, par extension, on a bien que E de x égale 0. Donc ça pouvait être très rapide, mais il fallait bien se souvenir de cette histoire-là, pour tout alpha bêta. Ok. Je ne vais pas vous faire le calcul de l'entropie, parce que ce n'est pas classique, même s'il y a déjà eu
c'était en 2003, je crois, sujet sur l'entropie à l'ESSEC. Mais bon, voilà, c'est du calcul. C'est pas des choses qui vont tomber régulièrement. Alors que là, ce genre de raisonnement autour des lois normales, ça, pour le coup, ça tombe très souvent. Et dans la C, là, on avait une question magnifique, là, donc vous allez voir. Ici, fallait un petit peu se creuser la tête. Bon, alors ici, montrer que E de x, y, alors il faut quand même lire ce qu'ils nous disent avant. Ils nous disent x, y suivent la même loi normale centrée de variance sigma 2, et on admet que les propriétés de l'espérance des variables discrètes se généralisent aux variables aléatoires quelconques. Ok. Bon, là, on ne voit pas trop, à part la linéarité de l'espérance, bon, Koenig-Huygens éventuellement. Donc là, on se dit quoi il parle. Ça peut certainement être de linéarité. Peut-être Koenig-Huygens. Bref, on est ouvert. On se dit, OK, il va falloir certainement se servir de ça. Attention, x et y ne sont pas indépendantes. Hein. D'ailleurs, on le voit ici. Hein. Donc, ceux qui se disent, ah ben là, ils ont oublié une hypothèse, peut-être qu'il fallait dire que x, y était indépendant. Bah non, pas forcément. Regardez ici en 5, que vaut ρ si x et y sont indépendantes. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas-là, on est dans le cas général où x et y ne sont pas forcément indépendantes. Bon. Et donc là, moi, j'ai ébauché quelques pistes en passant par la covariance, sauf que quand on utilise la covariance, on pouvait faire des choses, sauf que ça faisait appel à des propriétés qui ne sont pas au programme des ECE, notamment la variance de x plus y lorsque x et y ne sont pas indépendantes. Donc, je me suis dit, il faut chercher autre chose. Et donc, j'ai eu l'idée. D'ailleurs, au passage, cette idée, elle m'a été confortée par la suite. Donc, c'est pour ça que parfois, l'une des astuces sur une épreuve difficile, comme en tout cas cette partie-là qui me semble un peu plus difficile, c'est peut-être d'aller se battre sur d'autres questions qui vont peut-être nous donner des idées sur ce qui précède. Et là, donc, regardez ce qu'on pouvait faire. Donc, sur cette 5C petit i, en fait, il fallait avoir l'idée de se dire, OK, si je faisais E de x plus y au carré. Et bien, en fait, en faisant ça, c'est une identité remarquable qui va me faire apparaître du xy. Et donc, peut-être que je vais m'en sortir comme ça. Voyons voir comment. Ici, on a x plus y qui me dit que cette espérance existe. C'est là aussi où on se resserre du fait que x plus y, eh oui, il ne faut pas oublier l'énoncé, ici, xy est un couple gaussien centré. Ce qui veut dire que pour tout alpha bêta, alpha x plus bêta y suit la même loi qu'une loi normale. Souvenez-vous. Donc, du coup, si je dis alpha égale 1 et bêta égale 1, on a x plus y qui suit la même loi que gamma z. Bon, donc, ça veut nécessairement dire que, vu que avec z qui suit une loi normale centrée réduite, ça veut donc dire que x plus y admet une espérance et une variance. Qui dit espérance et qui dit variance dit que nécessairement ça admet aussi un moment d'ordre 2. Un moment d'ordre 2, c'est-à-dire que E de x plus y au carré existe. Donc là, attention à la rigueur. Hein. Ici, il fallait bien préciser ça. Bon, déjà, il fallait avoir l'idée. Donc, je pense qu'il doit y avoir 5% des étudiants qui ont eu cette idée. Et ensuite, une fois qu'on a l'idée, il faut bien l'exécuter. Donc là, E de x plus y carré existe, et donc on est content. Et après, je dis, ouais, mais c'est quoi x plus y carré? X plus y carré, c'est x carré plus 2xy plus y carré. Et donc, quand je passe à l'espérance, E de x plus y carré, on obtient par linéarité, et c'est là où on se dit, ah ouais, d'accord, donc vous voulez nous faire utiliser la linéarité de l'espérance. Ok, bon, bah on y va. Donc là, je vais vite, hein, c'est juste que vous avez vu l'idée. 2e de xy plus e de y carré. Mais en toute rigueur, si on veut bien le rédiger, il faut plutôt... Ça, c'est entre parenthèses. Si on veut bien le rédiger, quand même, ici, il faut plutôt dire donc
xy, on isole xy en fait. C'est égal à x plus y carré moins x carré moins y carré, le tout que divise 2. On a un truc comme ça. Et là, on est content, puisqu'on se dit, OK, ça, cette espérance, elle existe, moment d'ordre 2. Ça aussi, cette espérance existe, moment d'ordre 2. Ça aussi, ça existe. Si on passe à l'espérance, tout existe en fait par linéarité de l'espérance, et donc E de xy existe. Et donc là, on utilise juste en fait la linéarité de l'espérance, mais un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on dit que cette espérance existe, cette espérance existe, cette espérance existe. Donc par linéarité de l'intégrale, l'espérance de tout ça existe. Et puis du coup, quand je multiplie par 1,5, ça ne change rien à l'affaire. On a bien notre E de xy qui existe. Donc là, voilà, là, on avait quand même une question où, je trouve, c'était pas si simple. Peut-être que de votre côté, vous l'avez trouvé facilement. Moi, je trouve que c'était pas évident. Ok. Une fois qu'on a fait cette question, là, on avait la question d'après. Bon, où là, on observe quoi? C'est là où on se dit, tiens, ça me rappelle les SEC 2001, comme je vous disais tout à l'heure. Là, on a en fait un trinôme du second degré. Lambda carré plus un réel, plus 2 lambda fois un réel, plus e de x2. Donc ici, la variable, c'est en fait lambda, puisque c'est pour tout lambda. On se dit, mais et si on faisait du trinôme du second degré? Peut-être qu'on arriverait à montrer que c'est toujours positif. Sauf qu'en fait, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que moi, je ne l'ai pas fait comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la question d'après. C'est-à-dire que là, on va voir que pour passer de cette question à cette question-là, ce sera le calcul du discriminant. Vous verrez, c'est très rapide, notamment quand on a fait l'ESSEC 2001. Donc là, ici, il fallait chercher autre chose. Et c'est là où on se sent un peu seul. On peut tenter des études de fonctions, mais c'est compliqué. En fait, on se rend compte que ça ne marche pas. Là, ici, ce qui va nous éclairer, c'est en fait d'avoir l'idée de faire la variance, pardon. Donc là, on va l'écrire. Donc ici l'idée, franchement, qui n'était pas facile à trouver, je trouve, c'était, donc, astuce, c'est de penser à calculer variance de lambda y plus x. Pourquoi? Ça, c'est à force d'avoir cherché, on se dit, mais on veut obtenir du lambda carré et du xy. On va voir ici comment on fait apparaître tout ça. Donc V de lambda x plus y, ici, on se rend compte que c'est égal à l'espérance de... Donc là, on va refaire un peu la démonstration ici, puisque ici, x et y ne sont pas indépendants. Donc on est obligé de refaire un peu la démonstration. On n'a pas de point de cours pour nous épauler là-dessus. Donc on refait la démonstration, c'est-à-dire c'est lambda x plus y au carré. Donc on utilise Koenig-Huygens en fait, moins e de lambda x plus y. Pardon, d'ailleurs je me suis trompé, excusez-moi. C'est pas lambda x plus y, c'est lambda y plus x. Donc ici c'est lambda y plus x. Et là lambda y plus x. Le tout au carré. Bon, et donc quand je fais ce calcul, regardez, on va le développer. Ça me donne lambda e de lambda carré y carré plus 2xy de lambda xy plus x carré moins, alors moins, et là on écrit, ça nous fait en fait lambda, on fait une linéarité de l'espérance, e de y plus e de x, le tout au carré. Bon, on est quand même content, pourquoi? Parce que e de y qui nous disent ici que x et y suivent la même loi normale centrée de variance sigma 2. Donc ça veut dire que, comme c'est centré, e de y vaut 0 et e de x vaut 0. Donc déjà, cette portion-là, elle vaut 0. On est bien content. Bon, là, on a quoi? On a ensuite, je développe, ça nous fait lambda 2, et là, vous voyez qu'on est quand même assez content, puisque ça vient tout seul, en fait.
C'est juste qu'il fallait avoir l'idée. Et l'idée, franchement, j'ai dû mettre quand même entre 5 et 10 minutes pour la trouver, donc c'est pas non plus. Je pense que c'était pas facile à voir sans l'astuce. Après, ceux qui connaissent très bien leurs démonstrations sur notamment tout ce qui est coefficient de corrélation linéaire, bah, en fait, c'est sûr que ça pouvait aider, même si vous, bah, c'était pas au programme. Donc là, ils ont été un peu sévères sur le concepteur a été dur. C'est pas grave, on va se battre, on va y arriver. Donc là, on a quoi? On a donc ça, et donc on est content puisqu'on est presque au bout. La question après, c'est oui, mais qui me dit que c'est positif? Et ben, c'est là où l'idée d'avoir pris une variance et de connaître les propriétés de la variance, ben, c'est plutôt sympa. Pourquoi? Puisqu'une variance, c'est toujours positif. C'est le cours. Or, par définition, une variance est toujours positive. Vous revenez à la définition de la variance. Là, nous, on utilise Koenig-Huygens dans 99,9% des cas. Et quand vous revenez à la définition de la variance, c'est une somme de carrés fois une proba. Donc, c'est positif. Et donc, on conclut magnifiquement que pour tout lambda réel, parce que là, j'ai fixé mon lambda réel, hein, là, on est d'accord, je ne rédige pas, je dis bien soit lambda réel, et puis après, c'est vrai pour tout lambda, c'est vrai pour ce lambda en particulier, mais c'est aussi vrai pour n'importe quel lambda. Et donc, pour tout lambda, on a bien le résultat. Lambda E de y carré plus 2 lambda. C'est ça qui est assez rageant, en fait, c'est que c'est hyper rapide quand on a l'idée, mais ce qui prend du temps, c'est d'avoir l'idée. Magnifique question. Donc là, pépite du concours. Là. OK. Ensuite, le petit 3, c'est là où le petit 3 est une formalité, parce que ici, on voit qu'il y a un trinôme du second degré. Donc en fait, quand je fais le discriminant, donc là, l'idée, c'est de faire le calcul du discriminant. Et donc, quand je fais le calcul du discriminant, on obtient exactement donc delta égale B2 moins 4AC. Donc, ça nous fait 4 E de XY carré moins 4AC. Donc, E de Y carré fois E de X carré. Et on sait, et là, il faut bien connaître son cours, on sait que quand, et ça c'est son cours sur le trinôme, donc cours de terminale, ou de première, je ne sais plus, mais on sait que lorsque le discriminant est négatif ou nul, alors le trinôme du second degré est de même signe que A. A étant ici 1 en fait, donc est positif. Ce qui veut dire que, et donc c'est une équivalence. Donc là, on a pour tout lambda le trinôme qui est positif, ça veut donc nécessairement dire que le discriminant est négatif ou nul. Donc ici, négatif ou nul, car le trinôme est de signe constant. Alors que vous vous souvenez que quand le trinôme a un discriminant strictement positif, il y a 2 racines, et le trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines. Bon, voilà. Il fallait très bien connaître son cours sur le trinôme. C'est le cas, et donc du coup, le discriminant est négatif, et on montre donc assez rapidement, je vous laisserai le faire, c'est pas très dur, que E de xy carré est plus petit que E de x carré, E de y carré. Donc là aussi, question sympathique. On pouvait d'ailleurs le faire, je vous suggère l'idée, et je vous invite à le faire, parce que c'était aussi sympa au niveau de l'analyse de le faire comme ça. On pouvait aussi faire une étude de fonction. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Ben aussi, en fait, si je pose la fonction h qui a lambda associe le trinôme là-bas, là, lambda 2, blablabla, lambda 2, E de y carré, vous m'avez compris, hein, plus blablabla, et que je fais une étude de fonction, en fait, j'obtiens une fonction, donc là, ici, hop, moins l'infini plus l'infini, on obtient une fonction où là, on a, en fait, moins E de xy sur sigma carré, donc là, c'était E de y2, moins plus, un truc comme ça. Donc là, c'est h' de lambda, h qui est décroissante puis croissante. Et donc là, ici, ce qu'on obtient là, après calcul, donc ce h de moins e de xy sur e de y carré, on obtient
E de, si mes calculs sont bons, hein, E de Y, E de Y carré au carré, moins E de XY au carré sur E de Y carré. Bon, et donc ça, eh bien, vu que H est de signe constant, on a dit que c'était toujours positif, nécessairement, la valeur la plus basse prise par H, des valeurs prises par H, est aussi positive. Donc là, ici, cette quantité-là, ici, est positive aussi. Et donc, ça, c'est positif. Et donc, ça, c'est positif. C'est assez facile de montrer ça ensuite. Pourquoi? Et oui, il y avait une petite astuce ici. Parce que E de Y carré au carré, c'est en fait aussi égal, ça fait E de Y carré fois E de Y carré. Mais comme E de X et E de Y sont égales, hein, puisque les exponents sont égales, puisque X et Y ont toutes deux ici suivent la même loi, hein, centrée de variance sigma carré, on obtient que ce truc-là est égal à E de X carré, E de Y carré. Et donc on pouvait montrer hein, que vu que cette quantité-là, c'est égal à E de X carré, Y carré, moins ça, et que c'est positif, on montre très facilement aussi que cette relation-là est vérifiée. Voilà. Donc là, c'est une méthode alternative sympathique qui peut vous faire un peu travailler les études de fonctions dans les cas un peu abstraits où il y a du lambda, de l'espérance, etc. À faire donc si vous voulez vous entraîner. Voilà donc ce qu'on. Alors maintenant, on va peut-être faire un peu la suite. Là, sur la partie 1, oui, sur le ρ au carré, bah, si, parce qu'en fait, cette partie, pour moi, est quand même une partie très sympa. On pose ρ égale à E de xy sur sigma carré. Montrer que ρ appartient à moins 1, 1. Donc là, ici, en fait, on sait que on a notre. Donc là, je suis à la question 4. On sait que E de xy au carré, c'est compris entre E de x2, entre 0 et E de x2 d'y2. Bon. Ok. Si je divise ça par. Si je divise ça, alors moi, comment je le ferais ici, si on veut le faire. Là, déjà, on peut dire que c'est plus petit que E de x2. Vu que E de x2 et E de y2 sont égales, on a ici, on a ça, et on a la chose suivante. Ok. Ok. Bon, après, si je divise par sigma 2, qui est strictement positif, ça nous fait ça. Sauf que E de x2, alors attendez, non, pardon, avant d'y diviser par sigma 2, je vais passer à la racine. Là, ça veut dire que E de x, E de x, alors peut-être qu'il faut que je vous fasse un rappel de cours. Est-ce que je vous fais un rappel de cours? Rappel. Peut-être que vous n'allez pas comprendre. Si on a x2 qui est plus petit que a, ça veut dire que x est compris entre moins a avec a qui est positif. Alors nécessairement, on a ça. X compris entre moins racine de a et racine de a. Ça, c'est des règles. Et donc ici, prenez des exemples, hein, ça sera assez parlant. Si je vous dis, je sais pas moi, moins 1 au carré compris entre 0 et 2, ça veut dire que moins 1, il est compris entre moins racine de 2 et racine de 2. Enfin, prenez tous les exemples que vous voulez, ça marchera toujours comme ça. Bon, et donc ici, quand je passe à la racine carrée, ça nous fait moins, donc là, E de x2, moins, donc ça fait moins E de x2, compris entre, E de xy, quand je passe à la racine carrée, on a E de xy compris entre moins E de x2 et E de x2. Et donc, quand je divise ensuite par sigma carré, je suis content. Pourquoi? Parce que E de x2, on va faire le calcul, mais c'est assez simple. On sait que V de x, ça vaut sigma 2, puisque c'est ce qu'ils nous disent ici. Loi normale centrée de variance sigma 2. Donc, V de x vaut sigma 2, mais V de x c'est égal à quoi aussi? C'est égal à E de x2 moins E de x, tout au carré.
Mais E de x le tout au carré, vu que c'est une loi normale centrée, E de x le tout au carré vaut 0. Et donc, on a le résultat que sigma 2, en fait, ça vaut exactement, oui, c'est ça, sigma 2, ça vaut E de x2. Et donc, on a finalement que moins 1 plus petit que E de xy sur sigma 2 plus petit que 1. Ce qui veut bien dire que notre ρ appartient à moins 1, car ça ne vous a pas échappé que ρ, c'est E de xy sur sigma 2. Youpi! Voilà donc ici aussi une question qui n'était pas, franchement, qui n'était pas très difficile. C'est-à-dire qu'on pouvait ne pas avoir fait ces 3 premières questions qui sont quand même difficiles et puis se battre là-dessus, hein. Et la dernière est encore plus simple, puisque si x et y sont indépendantes, on sait que E de x, E de y, donc ça c'est du cours, donc x et y indépendantes, donc E de x, y, ça vaut E de x, E de y. Mais E de x vaut 0 et E de y vaut 0, donc on obtient direct que notre ρ égale 0. Voilà donc pour cette première partie, l'analyse de la première partie. Donc on pouvait vraiment bien s'amuser en faisant du calcul un peu ennuyeux, il faut le reconnaître, mais aussi en élevant le débat avec une question 5 qui était, je pense, très différenciante. Merci pour votre écoute. On va maintenant passer à la deuxième partie dans une seconde vidéo.